Nous sommes toujours à la quête de l'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces journaux. Mais d'abord, le Conseil de ministres. Au cours de la 95e réunion, la communication du chef de l'exécutif national a porté sur 3 éléments essentiels, notamment la recrudescence du banditisme urbain, la délinquance juvénile dans certaines grandes villes. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, une réunion urgente sera convoquée en vue de dégager un plan robuste pour son éradication. Compte rendu de la 95e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a autorisé le Premier ministre chef du gouvernement à présider ce vendredi 21 avril 2023 par visioconférence la 95e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 3 éléments principaux, à savoir 1. De la recrudescence du banditisme urbain et de la délinquance juvénile dans certaines villes du pays. L'inquiétante montée et la persistance des faits de banditisme et de délinquance juvénile dans certaines grandes villes du pays constituent une préoccupation majeure du gouvernement. Pour le Premier ministre, ces actes de criminalité et d'un civisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement nos populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente sur la question dans les jours à venir avec le ministre sectoriel et les services de sécurité concernés en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Le Conseil de ministres a aussi traité le problème d'approvisionnement de maïs qui touche le Grand Katanga et le Grand Kasaï, conséquence de la rareté de cette denrée. Dans ces cadres, une réunion de conjoncture économique spéciale sera convoquée en début de semaine. Il a à ses propos accordé la parole au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, pour faire le point de la situation relative à la hausse actuelle de prix de la farine de maïs. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a brossé les causes de cette situation liée entre autres à la production locale qui reste faible au regard de la demande du marché, à la réduction de l'offre zambienne, au coût élevé d'importation de ces denrées d'Afrique du Sud, ses répercutant sur le prix de vente en détail et la détérioration de conditions climatiques dans la région. Il a informé les conseils des grandes lignes de mesures préconisées qui sont en cours d'examen au niveau de la commission ECOFIN du gouvernement, et ce avant de passer à la réunion de conjoncture économique spéciale prévue à cet effet en début de semaine pour leur implémentation à court, moyen et long terme. Dans ce cadre, il est prévu une mission qu'il conduira, accompagné de ministres respectivement en charge de l'agriculture, du transport, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et PME, pour explorer la faisabilité de ces mesures avec des producteurs locaux. Cette mission devrait-elle parachever les discussions avec la Zambie en vue d'obtenir un accord ferme d'approvisionnement. Elle devra aussi engager les mêmes discussions avec le gouvernement sud-africain. D'un registre à un autre, la présidente nationale du Cercle de formateurs intégrés du Congo, CRIC, Madame Stéphanie Mbombo, a pris part à la réunion de préparation de la sortie officielle de l'Union sacrée à l'hôtel du Fleuve. Au sortir de cette importante réunion, la représentante de cette formation politique est très satisfaite du répondant du présidium de leur famille politique. Très dynamique et nous sommes contents de voir qu'il y a un répondant du présidium. Nous serons vraiment nous serons confortés si nous connaissons les communautés qui existent, les communautés avec qui on pourrait collaborer au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et
Et ce qui est plus important et qui ne se dit pas encore, c'est le projet de l'Union sacrée. Et c'est pour ça que nous, au sein de notre parti, nous nous battons. Parce que la politique égale projet, égale vision. Nous voulons bien communiquer sur un projet qui existe et c'est en ça que notre parti travaille. Le peuple est libre de décider, de savoir, mais ce qui est plus important, c'est vraiment qu'on soutienne le chef de l'État, les processus de paix qui existent et que nous puissions travailler tous ensemble pour renforcer l'armée. La sécurité est une affaire de tous, c'est une affaire de jeunes, de mamans, partout. Vous êtes partout, on est les oreilles de la police. Et nous sommes les yeux de notre propre armée. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on s'organise comme ça, on se met à pour faire un institut. La marche pacifique de l'opposition prévue en date du 13 mai prochain à ce sujet, Khashoggi Kalambai, cadre de l'ECD et communicateur de l'AMUCA, sensibilise le Congolais de différents horizons à prendre part à cette marche pacifique de l'opposition composée de ténors de ces groupes, notamment Martin Fayulu, Délicie Sanga, Matata Mponyo et Moïse Katumbi. Sinon, nous devons nous prendre en charge. Nous devons changer quelque chose dans ces pays. Nous n'avons plus le temps de rester inertes. Sinon, nous invitons toute la population congolaise le 13 mai. La marche a pour objectif de dénoncer l'insécurité et le processus électoral chaotique en RDC. C'est un peu ça. Alors j'invite toute la population de la RDC et aussi de ma circonscription. Nous tous, les 13 mai, nous devons marcher pour dire non à l'insécurité et à la vie chère. Dans cette configuration, il n'y a pas seulement la MOUCA. Nous avons tous les Congolais qui ont cet esprit de faire évoluer les choses, et tous seront là. Nous aurons M. Moïse Katumbi, le président, nous aurons M. Denis Sanga, nous aurons tout le monde dans cette marche. Poursuivons cette édition par la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Le force régionale de l'EAC affirme que la cité de Bunagana est sous contrôle après le départ de rebelles du 1-23. Il précise également que la force est africaine en vue de garantir la paix dans le coin et recoin de l'Afrique. Chars de combat, armes lourdes. À Bunagana, c'est à une démonstration de force que se livre le contingent ougandais. Déployés depuis 2 semaines, les soldats ougandais de la force régionale est-africaine disent avoir repris le contrôle de cette cité frontalière, la première tombée aux mains des rebelles du M23 en juin l'année dernière. Nos militaires sont là pour sécuriser cette partie de la frontière. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé des éléments du M23 en position sur la colline là-bas. Maintenant, ils ne sont plus là, ils ont fui à l'extérieur de la cité. La force ougandaise appelle la population à revenir à Bunagana. Au poste frontalier de la cité, la reprise du transport de marchandises reste timide. D'ordinaire, la douane doit gérer le balai des camions qui transitent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il n'y a presque plus personne. Je reviens d'Ouganda avec ma moto, je transporte de la bière. Même s'il y a des rebelles, je n'ai pas eu de problème. D'habitude, il y a beaucoup d'embouteillages. Quand le M23 a pris la ville, j'ai fui. Mais dans les camps, on souffre trop. Même s'il y a peut-être le M23, je suis revenu. Sinon, mes enfants vont mourir de faim. À Bunagana, peu d'habitants et de commerçants reviennent dans la cité, soupçonnant les troupes ougandaises de collaborer avec les rebelles du M23. Une méfiance partagée par les autorités à Kinshasa. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne l'Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. Le contingent ougandais de la force régionale est-africaine devrait poursuivre son déploiement dans la région, soutenant que le M23 poursuit son retrait des zones occupées. L'armée congolaise avait qualifié de leurre ce retrait des rebelles. Au Kasaï, on observe les écoulements de plusieurs maisons et écoles après débordement de eaux de rivière Chikapa et Kasaï. Les habitants de ce coin de la République lancent de cris d'alarme aux autorités et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Suivez ces détails d'espoir qui l'ont dit. La vie devient de plus en plus dure dans les Kasaï après les pluies qui s'abattent ces jours dans ce coin du territoire national.
La population vit sans abri, soit à la Belle Étoile, suite aux inondations dues au débordement des eaux des rivières Tshikapa et Kasaï. Cette situation gravante met en difficulté ses habitants à vaquer à leur occupation au quotidien et lance un cri de rescousse aux autorités du pays et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Plusieurs biens sont en perte suite à ces désastres naturels qui, le bilan ne figure pas les cas de décès. Autre chose que ces inondations, la ville de Tshikapa vit dans le noir suite au manque d'électricité et sans l'eau de la régie des eaux. Une situation qui a chamboulé les trains de vie dans cette partie du pays. Les autorités de la République sont donc appelées à suivre de près ces calamités de la population pour apporter une solution aux Congolais vivant dans les Kasaï et Tshikapa. Tenue des élections syndicales en RDC, la société minière de Kilimoto Sokimo a organisé le vendredi dernier une assemblée générale en son siège. Trouvé sur place le secrétaire général adjoint de la dynamique syndicale de finances DCF, Albert Machita, explique les raisons de sa présence. Pour les gens que j'ai trouvés, je suis très bien reçu. Le DG est très social. Il a peut-être pour travailler ensemble avec lui. Mais un des défi le plus puissant, selon les agents, un paiement 70 millions de dollars. Disais-je, autant d'années d'un paiement inconcevable à dire. J'ai demandé aux amis de s'apaiser. Nous sommes invités à travailler ensemble avec l'employeur et les employés. J'ai démontré aux agents de respecter le tout du travail et de respecter aussi le travail et l'heure de travail. Et l'employeur aussi, il est censé de savoir gérer la quotidiennité des agents. Et à ce titre-là, nous marchons avec les partenariats conformes et normal. Il est déjà d'informer de notre intervention. Parce que c'est lui qui nous a accepté d'entrer dans l'entreprise. Il ne sera pas dessus. J'ai dit, il ne sera pas dessus. Je vais m'assumer à recommander la vie normale des agents. Bien qu'il y ait les arriérés que les agents ont déploré, j'en accepte parce que, et le DG qui est là, n'en connaît rien. Comme c'est une manière d'héritage, mais avec lui et mon entrée, je serai l'interface normale des agents et l'employeur. Et en société, on parle de la clôture des activités du mois de la femme à l'Office de voirie et drainage le vendredi 21 avril dernier, organisé sous thème le digital, la technologie numérique comme outil d'intégration et de promotion de la femme au sein de l'OVD. Notre quotidien. Donc bien que c'est un sujet un peu... Réunis autour du thème le digital, la technologie numérique comme outil d'intégration et de promotion de la femme au sein de l'OVD. Les femmes de l'Office de voirie et drainage ont été formées à la filière du numérique pour l'amélioration du travail et de l'accès à l'outil numérique. Cette rencontre a visé la performance de la femme dans le milieu du travail dominé par l'homme. Face à cette réalité, la femme doit être formée pour un avenir au service plus sûr, plus durable, plus équitable et plus performant, car la survie dépend de l'intégration technologique. Au cours de cette formation, la femme de l'OVD a été sensibilisée sur l'impact du digital et de la technologie numérique. Nous avons voulu démontrer que les mois de la femme étaient aussi très capital pour la formation de maman, c'est-à-dire à l'occasion de la clôture du mois de la femme, nous avons appris aux mamans que sans la digitalisation, elles ne peuvent pas être utiles à la société. Elles ont besoin, chacun on sait qu'il les concerne, de plusieurs formations et notre directeur général est prêt à assurer cette formation-là. La femme de l'OVD doit être capable de défendre l'OVD partout où elle se trouve et elle doit être sans complexe. Aujourd'hui, je me suis présentée devant le maman de l'OVD, non seulement comme leur collègue, mais aussi comme leur formatrice. Aujourd'hui, j'ai animé la formation sur le digital, la technologie numérique comme outil d'intégration et promotion de la femme au sein de l'OVD. Cet échange fructueux a aussi connu la participation du directeur général, l'ingénieur Tumbatikala Victor, qui promet le soutien de la direction générale dans la formation et l'outillage de la femme de l'OVD au niveau interne et externe pour une mise à niveau.
Si vous ne savez pas manipuler un ordinateur comme secrétaire, dans les jours à venir, vous n'aurez plus de place. Donc, il est grand temps. Nous allons mettre l'accent sur la formation interne comme la formation externe. Nous avons l'INPP. Ceux qui voudront, peut-être pour les formations, nous sommes ouverts par rapport à cette numérisation, cette digitalisation. Et vous pouvez compter sur la direction générale. Nous sommes prêts à pouvoir vous accompagner. Nous sommes prêts à pouvoir organiser les formations pour permettre à ce que nos mamans se mettent au même niveau comme les autres mamans dans les entreprises. Les participants ont aussi placé quelques mots par rapport à ces assises. Pour moi, je peux dire l'informatique, c'est très bénéfique en tant que moi, secrétaire de la direction. Et je vais encore, par rapport à ce qu'on vient de nous dire aujourd'hui, je vais encore fournir les efforts pour que je puisse faire le mieux possible. Cette formation est intervenue dans le cadre de la clôture des activités du mois de la femme à la salle Auberge dans la commune de Limete. Prenons cette fois-ci l'affaire de l'arrestation de Diego Caïba, journaliste présentateur de l'émission La Voix du Peuple, attribuée à Jules Alinguetti pour Narcisse Sontumba, journaliste. L'interpellation de son collègue est nullement l'affaire de l'inspecteur général de finances, mais du ministère public. C'est vrai, l'affaire est encore au niveau de la justice, on ne sait pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, mais ce qui est vrai, l'ami a été déjà transféré au niveau du centre pénitentiaire de Aix-Makala. Donc c'est vrai, dans cette histoire, on est en train d'indexer Jules Alinguetti. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de ces communicateurs ont évoqué des choses qui étaient dans le PV. Vous voyez un peu, donc ça pouvait aussi faire un objet d'une action téméraire et puis vexatoire, mais seulement c'est pas important. On n'a pas voulu aller dans ce sens-là, mais c'est ce qui a révélé même l'opinion pour dire que non, voilà, j'ai la ligne tirée derrière cette histoire. Ce qui est vrai, Diego est arrêté. Son plaignant, s'il faut le dire à ce sens-là, c'est le ministère public lui-même. Donc le ministère public s'était saisi de cette affaire et puis ils l'ont interpellé. Donc Jules Alinguetti n'a rien à voir avec. C'est ce qui nous a étonné. L'INPC devrait d'abord porter cette affaire comme il a fait avec les affaires précédentes, mais seulement nous avons senti un ralentissement, même pas un ralentissement, mais nous avons remarqué tout simplement que non, il a une catégorie de journalistes que l'UNPC considère, et puis il y a aussi une catégorie de journalistes que l'UNPC ne considère pas. Voilà pourquoi COJEC y est, il y a le Régico, il y a la presse parlementaire. On n'a pas voulu laisser notre ami seul dans cette affaire. C'est vrai, il a été condamné, on a trouvé des imperfections dans ce qu'il avait dit, mais cela n'empêche à ce que nous puissions porter notre ami confrère. Donc nous nous sommes mobilisés pour l'assister. Parlons cette fois-ci de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation instaurée depuis 2017. À l'occasion de cette journée, l'ONU avait organisé un événement mode et développement durable dans son siège afin de promouvoir la mode comme vecteur de changement social, dont plus de 40 mannequins ont défilé avec des vêtements ethniques. Résoudre le problème grâce à la créativité et à l'innovation, tel est le thème choisi par l'ONU à l'occasion de la Journée internationale de l'innovation et de la créativité. En effet, il n'existe peut-être pas des compréhensions universelles qui définissent ces concepts. Cependant, la créativité fait partie de la culture. Il s'agit notamment des activités économiques fondées sur la connaissance dans lesquelles reposent plusieurs industries créatives. Il s'y est de noter que cette innovation créatrice comprend les produits audiovisuels, les designs, les nouveaux médias et les arts du spectacle. Signalons qu'aujourd'hui, l'industrie créative compte parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale. Et c'est ce qui offre aux pays en développement de nouvelles possibilités d'accéder au secteur émergent et à la croissance économique.
En définitive, la journée de la créativité et de l'innovation veut tout simplement rappeler à quel point l'innovation est essentielle pour exploiter ses propres potentiels afin de réaliser des objectifs de développement durable, à la croissance économique et à la création de l'emploi. Et au niveau international, on parle de la situation sécuritaire au Soudan. Le combat entre dans leur deuxième semaine. Toujours pas de cessez-le-feu. Les violences ont éclaté depuis le 15 avril dernier entre l'armée et les forces FSR. Selon mes contacts à Khartoum, il n'y a pas réellement de cessez-le-feu en cours au Soudan. Ils me disent que certes, les combats sont moins intenses aux alentours du palais présidentiel à Khartoum, aux alentours de l'aéroport, mais ils entendent toujours régulièrement des tirs et des explosions. Ce n'est pas surprenant, car au cours des derniers jours, aussi bien l'armée que les forces de soutien rapide se sont engagées à respecter des cessez-le-feu et elles ne l'ont jamais fait. D'ailleurs, l'armée a à plusieurs reprises dit qu'elle ne négocierait pas avec les forces de soutien rapide tant que ces dernières ne seraient pas complètement dissoutes. Mais voilà, un cessez-le-feu est extrêmement important pour la population civile. Beaucoup n'ont plus assez de nourriture, n'ont plus d'eau, beaucoup n'ont pas eu accès à l'électricité depuis samedi dernier. Donc il est vraiment très important qu'un cessez-le-feu soit mis en place pour qu'ils puissent aller chercher de la nourriture, pour qu'ils puissent se rendre dans les hôpitaux. À l'heure à laquelle je vous parle, des milliers de Soudanais essaient d'évacuer Khartoum pour aller dans des villes qui n'ont pas été touchées par les combats. Au cours des derniers jours, ils se rendaient souvent dans la ville de Ouad Bedani à l'est. Or, depuis quelques heures, il semblerait qu'il y ait des combats sur la route principale selon des sources présentes sur place. Et donc la seule solution serait d'aller au nord, dans la ville d'Adbara. Mais voilà, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faut réussir à trouver un passage sûr dans Khartoum. Il faut réussir à trouver une voiture ou un bus qui peut emmener les civils sur place. C'est très compliqué. Alors, des millions de personnes sont toujours bloquées dans la capitale soudanaise. Elles n'attendent qu'une chose, un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui tarde pour l'instant à venir. Parlons cette fois-ci de la boxe. Sachez que le boxeur congolais Martin Bakolé retrouve de nouveau le ring ce samedi 20 avril. Il affronte l'Ukrainien Lor Chavazouski 11 mois après son dernier combat contre le Français Tony Yoka, lequel s'est soldé par une victoire sur décision partagée du jury. Probable reprise du championnat d'élite congolais, c'est l'unique question de change du jeudi 20 avril dernier entre le ministre de Sport François Kaboulou Mwana Kaboulou et les dirigeants de clubs congolais qui conditionnent la reprise de la Linafoot. Depuis son entrée en fonction, le nouveau patron du sport congolais ne cesse de multiplier des réunions stratégiques dans le cadre de redorer l'image ternie dans son secteur. Le jeudi dernier, dans les avant-midi, Claude François Kaboulou a échangé avec la délégation des dirigeants des clubs congolais dans son cabinet de travail sur la question de la reprise du championnat d'élite en République démocratique du Congo arrêté depuis décembre 2022 suite au manque de moyens de déplacement des clubs et athlètes. La reprise est conditionnée malgré que les clubs sont prêts. C'est la position de l'association des dirigeants des clubs du Congo. C'est la reprise du championnat. Nous avions échangé hier avec la FECOFA. Le ministre vient également d'insister là-dessus. Mais nous lui avions dit que les clubs sont prêts. Nous avions également dit au ministre que nous sommes prêts à répondre d'ici le 5. Il faut que le calendrier de la Linafoot puisse sortir aujourd'hui ou demain. Parce que 2 semaines après la sortie du calendrier, ça sera le 5. Si on ne répond pas le 5, les clubs ont pris l'initiative. Pas l'initiative essoufflée qu'ils sont. Les clubs pensent qu'après le 5, ils vont libérer les joueurs et on va réfléchir pour le championnat prochain. Très ému de joie, du combat et engagement de la FDECO, le ministre des Sports et Loisirs s'est exprimé en ces termes. Je suis très fier de votre engagement que vous prenez ici, parce que sans les athlètes, on n'a pas de football. Sans les dirigeants des clubs, on n'a pas. C'est vous qui faites le nécessaire. Nous n'allons pas décevoir le peuple congolais. Nous allons nous battre tous ensemble. Je dis, c'est mon mandat, mais c'est votre mandat. À cette même occasion, les responsables des clubs congolais ont présenté leur civilité au nouveau patron du sport en RDC et lui ont remis un mémo exprimant leur vœu d'accompagnement. Clôturons par le valeur nutritive, il peut faciliter la digestion, importante source de fibres. L'ananas peut contribuer à la bonne santé du système digestif. En outre, les enzymes contenues dans l'ananas, connues sous le nom de broméline, décomposent de protéines en leurs petits éléments
constitutifs, à savoir les acides aminés et les péptides. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Nous sommes arrivés à terme de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On se dit au revoir et à la prochaine.